Thèse 90e. C'est dans la lutte historique elle-même qu'il faut réaliser la fusion de la connaissance et de l'action, de telle sorte que chacun de ces termes place dans l'autre la garantie de sa vérité. La constitution de la classe prolétarienne en sujet, c'est l'organisation des luttes révolutionnaires et l'organisation de la société dans le moment révolutionnaire. C'est là que doivent exister les conditions pratiques de la conscience, dans lesquelles la théorie de la praxis se confirme en devenant théorie pratique. Cependant, cette question centrale de l'organisation a été la moins envisagée par la théorie révolutionnaire à l'époque où se fondait le mouvement ouvrier. C'est-à-dire quand cette théorie possédait encore le caractère unitaire venu de la pensée de l'histoire, et qu'elle s'était justement donné pour tâche de développer jusqu'à une pratique historique unitaire. C'est au contraire le lieu de l'inconséquence pour cette théorie, admettant la reprise de méthodes d'application étatique et hiérarchique empruntées à la révolution bourgeoise. Les formes d'organisation du mouvement ouvrier, développées sur ce renoncement de la théorie, ont en retour tendu à interdire le maintien d'une théorie unitaire, le dissolvant en diverses connaissances spécialisées et parcellaires. Cette aliénation idéologique de la théorie ne peut plus alors reconnaître la vérification pratique de la pensée historique unitaire qu'elle a trahie, quand une telle vérification surgit dans la lutte spontanée des ouvriers. Elle peut seulement concourir à en réprimer la manifestation et la mémoire. Cependant, ces formes historiques, apparues dans la lutte, sont justement le milieu pratique qui manquait à la théorie pour qu'elle soit vraie. Elles sont une exigence de la théorie, mais qui n'avait pas été formulée théoriquement. Le soviet n'était pas une découverte de la théorie, et déjà, la plus haute vérité théorique de l'Association internationale des travailleurs était sa propre existence en pratique. Thèse 91e. Les premiers succès de la lutte de l'Internationale la menaient à s'affranchir des influences confuses de l'idéologie dominante qui subsistait en elle. Mais la défaite et la répression qu'elle rencontra bientôt firent passer au premier plan un conflit entre deux conceptions de la révolution prolétarienne, qui toutes deux contiennent une dimension autoritaire, par laquelle l'auto-émancipation consciente de la classe est abandonnée. En effet, la querelle devenue irréconciliable entre les marxistes et les bakouninistes était double, portant à la fois sur le pouvoir dans la société révolutionnaire et sur l'organisation présente du mouvement, et en passant de l'un à l'autre de ces aspects, les positions des adversaires se renversent. Bakounine combattait l'illusion d'une abolition des classes par l'usage autoritaire du pouvoir étatique, prévoyant la reconstitution d'une classe dominante bureaucratique et la dictature des plus savants, ou de ceux qui seront réputés tels. Marx, qui croyait qu'un mûrissement inséparable des contradictions économiques et de l'éducation démocratique des ouvriers réduirait le pôle d'un État prolétarien à une simple phase de légalisation de nouveaux rapports sociaux s'imposant objectivement, dénonçait chez Bakounine et ses partisans l'autoritarisme d'une élite conspirative qui s'était délibérément placée au-dessus de l'international et formait le dessein extravagant d'imposer à la société la dictature irresponsable des plus révolutionnaires ou de ceux qui se seront eux-mêmes désignés comme tels. Bakounine, effectivement, recrutait des partisans sur une telle perspective. Pilotes invisibles au milieu de la tempête populaire, nous devons la diriger non par un pouvoir ostensible, mais par la dictature collective de tous les alliés. Dictature sans écharpe, sans titre, sans droit officiel, et d'autant plus puissante qu'elle n'aura aucune des apparences du pouvoir. Ainsi se sont opposées deux idéologies de la révolution ouvrière, contenant chacune une critique partiellement vraie, mais perdant l'unité de la pensée de l'histoire, et s'instituant elle-même en autorité idéologique. Des organisations puissantes comme la social-démocratie allemande et la fédération anarchiste ibérique ont fidèlement servi l'une ou l'autre de ces idéologies. Et partout, le résultat était grandement différent de ce qui était voulu. Thèse 92e.
Le fait de regarder le but de la révolution prolétarienne comme immédiatement présent constitue à la fois la grandeur et la faiblesse de la lutte anarchiste réelle, car dans ses variantes individualistes, les prétentions de l'anarchisme restent dérisoires. De la pensée historique des luttes de classe modernes, l'anarchisme collectiviste retient uniquement la conclusion, et son exigence absolue de cette conclusion se traduit également dans son mépris délibéré de la méthode. Ainsi, sa critique de la lutte politique est restée abstraite, tandis que son choix de la lutte économique n'est lui-même affirmé qu'en fonction de l'illusion d'une solution définitive arrachée d'un seul coup sur ce terrain, au jour de la grève générale ou de l'insurrection. Les anarchistes ont à réaliser un idéal. L'anarchisme est la négation, encore idéologique, de l'État et des classes, c'est-à-dire des conditions sociales même de l'idéologie séparée. C'est l'idéologie de la pure liberté qui égalise tout et qui écarte toute idée du mal historique. Ce point de vue de la fusion de toutes les exigences partielles a donné à l'anarchisme le mérite de représenter le refus des conditions existantes pour l'ensemble de la vie, et non autour d'une spécialisation critique privilégiée. Mais cette fusion étant considérée dans l'absolu, selon le caprice individuel, avant sa réalisation effective, a condamné aussi l'anarchisme à une incohérence trop aisément constatable. L'anarchisme n'a qu'à redire et remettre en jeu, dans chaque lutte, sa même simple conclusion totale, parce que cette première conclusion était dès l'origine identifiée à l'aboutissement intégral du mouvement. Bakounine pouvait donc écrire en 1873, en quittant la Fédération jurassienne: « Dans les 9 dernières années, on a développé au sein de l'Internationale plus d'idées qu'il n'en faudrait pour sauver le monde, si les idées seules pouvaient le sauver. Et je défie qui que ce soit d'en inventer une nouvelle. Le temps n'est plus aux idées, il est aux faits et aux actes. » Sans doute cette conception conserve de la pensée historique du prolétariat cette certitude que les idées doivent devenir pratiques, mais elle quitte le terrain historique en supposant que les formes adéquates de ce passage à la pratique sont déjà trouvées et ne varieront plus. Thèse 93e. Les anarchistes, qui se distinguent explicitement de l'ensemble du mouvement ouvrier par leurs convictions idéologiques, vont reproduire entre eux cette séparation des compétences en fournissant un terrain favorable à la domination informelle sur toute organisation anarchiste des propagandistes et défenseurs de leur propre idéologie, spécialistes d'autant plus médiocres en règle générale que leur activité intellectuelle se propose principalement la répétition de quelques vérités définitives. Le respect idéologique de l'unanimité dans la décision a favorisé plutôt l'autorité incontrôlée dans l'organisation même, de spécialistes de la liberté. Et l'anarchisme révolutionnaire attend du peuple libéré le même genre d'unanimité obtenu par les mêmes moyens. Par ailleurs, le refus de considérer l'opposition des conditions entre une minorité groupée dans la lutte actuelle et la société des individus libres a nourri une permanente séparation des anarchistes dans le moment de la décision commune, comme le montre l'exemple d'une infinité d'insurrections anarchistes en Espagne, limitées et écrasées sur un plan local. Thèse 94e. L'illusion entretenue plus ou moins explicitement dans l'anarchisme authentique est l'imminence permanente d'une révolution qui devra donner raison à l'idéologie et au monde d'organisation pratique dérivé de l'idéologie, en s'accomplissant instantanément. L'anarchisme a réellement conduit, en 1936, une révolution sociale et l'ébauche, la plus avancée qui fut jamais, d'un pouvoir prolétarien. Dans cette circonstance encore, il faut noter d'une part que le signal d'une insurrection générale avait été imposé par le pronunciamiento de l'armée. D'autre part, dans la mesure où cette révolution n'avait pas été achevée dans les premiers jours, du fait de l'existence d'un pouvoir franquiste dans la moitié du pays, appuyé fortement par l'étranger, alors que le reste du mouvement prolétarien international était déjà vaincu, et du fait de la survivance de forces bourgeoises ou d'autres partis ouvriers étatistes dans le camp de la République,
Le mouvement anarchiste organisé s'est montré incapable d'étendre les demi-victoires de la Révolution et même seulement de les défendre. Ses chefs reconnus sont devenus ministres et otages de l'État bourgeois qui détruisait la Révolution pour perdre la guerre civile. Thèse 95e. Le marxisme orthodoxe de la Seconde Internationale est l'idéologie scientifique de la révolution socialiste qui identifie toute sa vérité au processus objectif dans l'économie et au progrès d'une reconnaissance de cette nécessité dans la classe ouvrière éduquée par l'organisation. Cette idéologie retrouve la confiance en la démonstration pédagogique qui avait caractérisé le socialisme utopique, mais assortie d'une référence contemplative au cours de l'histoire. Cependant, une telle attitude a autant perdu la dimension hegelienne d'une histoire totale qu'elle a perdu l'image immobile de la totalité présente dans la critique utopiste au plus haut degré chez Fourier. C'est d'une telle attitude scientifique qui ne pouvait faire moins que de relancer en symétrie des choix éthiques que procèdent les fadaises d'Ilferding quand il précise que reconnaître la nécessité du socialisme ne donne pas d'indication sur l'attitude pratique à adopter, car c'est une chose de reconnaître une nécessité, et c'en est une autre de se mettre au service de cette nécessité. Le capital financier. Ceux qui ont méconnu que la pensée unitaire de l'histoire, pour Marx et pour le prolétariat révolutionnaire, n'était rien de distinct d'une attitude pratique à adopter, devaient être normalement victimes de la pratique qu'ils avaient simultanément adoptée. Thèse 96e. L'idéologie de l'organisation social-démocrate mettait au pouvoir des professeurs qui éduquaient la classe ouvrière, et la forme d'organisation adoptée était la forme adéquate à cet apprentissage passif. La participation des socialistes de la Seconde Internationale aux luttes politiques et économiques était certes concrète, mais profondément non critique. Elle était menée au nom de l'illusion révolutionnaire, selon une pratique manifestement réformiste. Ainsi, l'idéologie révolutionnaire devait être brisée par le succès même de ceux qui la portaient. La séparation des députés et des journalistes, dans le mouvement, entraînait vers le mode de vie bourgeois ceux qui déjà étaient recrutés parmi les intellectuels bourgeois. La bureaucratie syndicale constituait en courtier de la force de travail, à vendre comme marchandise à son juste prix, ceux mêmes qui étaient recrutés à partir des luttes des ouvriers industriels et extraits d'eux. Pour que leur activité à tous gardât quelque chose de révolutionnaire, il eût fallu que le capitalisme se trouvât opportunément incapable de supporter économiquement ce réformisme qu'ils toléraient politiquement dans leur agitation légaliste. C'est une telle incompatibilité que leur science garantissait et que l'histoire démentait à tout instant. Thèse 97e. Cette contradiction dont Bernstein, parce qu'il était le social-démocrate le plus éloigné de l'idéologie politique et le plus franchement rallié à la méthodologie de la science bourgeoise, eut l'honnêteté de vouloir montrer la réalité, et le mouvement réformiste des ouvriers anglais, en se passant d'idéologie révolutionnaire, l'avait montré aussi, ne devait pourtant être démontré sans réplique que par le développement historique lui-même. Bernstein, quoique plein d'illusions par ailleurs, avait nié qu'une crise de la production capitaliste vint miraculeusement forcer la main aux socialistes qui ne voulaient hériter de la Révolution que par un tel sacre légitime. Le moment de profond bouleversement social qui surgit avec la Première Guerre mondiale, encore qu'il fût fertile en prise de conscience, démontra deux fois que la hiérarchie social-démocrate n'avait pas éduqué révolutionnairement, n'avait nullement rendu théoriciens les ouvriers allemands. D'abord quand la grande majorité du parti se rallia à la guerre impérialiste, ensuite quand, dans la défaite, elle écrasa les révolutionnaires spartakistes. L'ex-ouvrier Hébert croyait encore au péché, puisqu'il avouait haïr la révolution comme le péché. Et le même dirigeant se montra bon précurseur de la représentation socialiste qui devait peu après s'opposer en ennemi absolu au prolétariat de Russie, et d'ailleurs,
en formulant l'exact programme de cette nouvelle aliénation, le socialisme veut dire travailler beaucoup. Thèse 98e. Lénine n'a été comme penseur marxiste que le trotskiste fidèle et conséquent qui appliquait l'idéologie révolutionnaire de ce marxisme orthodoxe dans les conditions russes, conditions qui ne permettaient pas la pratique réformiste que la Seconde Internationale menait en contrepartie. La direction extérieure du prolétariat, agissant au moyen d'un parti clandestin discipliné, soumis aux intellectuels qui sont devenus révolutionnaires professionnels, constitue ici une profession qui ne veut pactiser avec aucune profession dirigeante de la société capitaliste, le régime politique tsariste étant d'ailleurs incapable d'offrir une telle ouverture dont la base est un stade avancé du pouvoir de la bourgeoisie. Elle devient donc la profession de la direction absolue de la société. Thèse 99e. Le radicalisme idéologique autoritaire des bolcheviks s'est déployé à l'échelle mondiale avec la guerre et l'effondrement de la social-démocratie internationale devant la guerre. La fin sanglante des illusions démocratiques du mouvement ouvrier avait fait du monde entier une Russie, et le bolchevisme, régnant sur la première rupture révolutionnaire qui avait mené cette époque de crise, offrait au prolétariat de tous les pays son modèle hiérarchique et idéologique, pour parler en russe, à la classe dominante. Lénine n'a pas reproché au marxisme de la Seconde Internationale d'être une idéologie révolutionnaire, mais d'avoir cessé de l'être. Thèse 100e. Le même moment historique où le bolchevisme a triomphé pour lui-même en Russie, et où la social-démocratie a combattu victorieusement pour le vieux monde, marque la naissance achevée d'un ordre des choses qui est au cœur de la domination du spectacle moderne. La représentation ouvrière s'est opposée radicalement à la classe. Thèse 101e. Dans toutes les révolutions antérieures, écrivait Rosa Luxembourg dans la Rote-Fan du 21 décembre 1918, les combattants s'affrontaient à visage découvert, classe contre classe, programme contre programme. Dans la révolution présente, les troupes de protection de l'ancien ordre n'interviennent pas sous l'enseigne des classes dirigeantes, mais sous le drapeau d'un parti social-démocrate. Si la question centrale de la révolution était posée ouvertement et honnêtement, capitalisme ou socialisme, aucun doute, aucune hésitation ne serait aujourd'hui possible dans la grande masse du prolétariat. Ainsi, quelques jours avant sa destruction, le courant radical du prolétariat allemand découvrait le secret des nouvelles conditions qu'avait créé tout le processus antérieur, auquel la représentation ouvrière avait grandement contribué. L'organisation spectaculaire de la défense de l'ordre existant, le règne social des apparences où aucune question centrale ne peut plus se poser ouvertement et honnêtement. La représentation révolutionnaire du prolétariat, à ce stade, était devenue à la fois le facteur principal et le résultat central de la falsification générale de la société. Thèse 102e. L'organisation du prolétariat sur le modèle bolchevique, qui était née de l'arriération russe et de la démission du mouvement ouvrier des pays avancés devant la lutte révolutionnaire, rencontra aussi dans l'arriération russe toutes les conditions qui portaient cette forme d'organisation vers le renversement contre-révolutionnaire qu'elle contenait inconsciemment dans son germe originel. Et la démission réitérée de la masse du mouvement ouvrier européen devant le hic Rodus, hic salta de la période 1918-1920, démission qui incluait la destruction violente de sa minorité radicale, favorisa le développement complet du processus et en laissa le résultat mensonger s'affirmer devant le monde comme la seule solution prolétarienne. La saisie du monopole étatique de la représentation et de la défense du pouvoir des ouvriers, qui justifia le parti bolchevique, le fit devenir ce qu'il était, le parti des propriétaires du prolétariat, éliminant pour l'essentiel les formes précédentes de propriété. Thèse 103e.
Toutes les conditions de la liquidation du tsarisme envisagées dans le débat théorique, toujours insatisfaisant des diverses tendances de la social-démocratie russe depuis 20 ans, faiblesse de la bourgeoisie, poids de la majorité paysanne, rôle décisif d'un prolétariat concentré et combatif mais extrêmement minoritaire dans le pays, révélèrent enfin dans la pratique leur solution à travers une donnée qui n'était pas présente dans les hypothèses. La bureaucratie révolutionnaire qui dirigeait le prolétariat, en s'emparant de l'État, donna à la société une nouvelle domination de classe. La révolution strictement bourgeoise était impossible. La dictature démocratique des ouvriers et des paysans était vide de sens. Le pouvoir prolétarien des soviets ne pouvait se maintenir à la fois contre la classe des paysans propriétaires, la réaction blanche nationale et internationale, et sa propre représentation extériorisée et aliénée en parti ouvrier des maîtres absolus de l'État, de l'économie, de l'expression et bientôt de la pensée. La théorie de la révolution permanente de Trotsky et de Perwouz, à laquelle Lénine se rallia effectivement en avril 1917, était la seule à devenir vraie pour les pays arriérés en regard du développement social de la bourgeoisie, mais seulement après l'introduction de ce facteur inconnu qu'était le pouvoir de classe de la bureaucratie. La concentration de la dictature entre les mains de la représentation suprême de l'idéologie fut défendue avec le plus de conséquences par Lénine dans les nombreux affrontements de la direction bolchevique. Lénine avait chaque fois raison contre ses adversaires, en ceci qu'il soutenait la solution impliquée par les choix précédents du pouvoir absolu minoritaire. La démocratie refusée étatiquement aux paysans devait l'être aux ouvriers, ce qui menait à la refuser aux dirigeants communistes des syndicats et dans tout le parti, et finalement jusqu'au sommet du parti hiérarchique. Au 10e congrès, au moment où le soviet du Kronstadt était abattu par les armes et enterré sous la calomnie, Lénine prononçait contre les bureaucrates gauchistes, organisés en opposition ouvrière, cette conclusion dont Staline allait étendre la logique jusqu'à une parfaite division du monde. Ici ou là-bas avec un fusil, mais pas avec l'opposition. Nous en avons assez de l'opposition. Thèse 104e. La bureaucratie, restée seule propriétaire d'un capitalisme d'État, a d'abord assuré son pouvoir à l'intérieur par une alliance temporaire avec la paysannerie, après Kronstadt, lors de la nouvelle politique économique, comme elle l'a défendue à l'extérieur en utilisant les ouvriers enrégimentés dans les partis bureaucratiques de la Troisième Internationale comme force d'appoint de la diplomatie russe, pour saboter tout mouvement révolutionnaire et soutenir les gouvernements bourgeois dont elle escomptait un appui en politique internationale. Le pouvoir de Kuomintang dans la Chine de 1925-1927, le Front populaire en Espagne et en France, etc. Mais la société bureaucratique devait poursuivre son propre achèvement par la terreur exercée sur la paysannerie pour réaliser l'accumulation capitaliste primitive la plus brutale de l'histoire. Cette industrialisation de l'époque stalinienne révèle la réalité dernière de la bureaucratie. Elle est la continuation du pouvoir de l'économie, le sauvetage de l'essentiel de la société marchande, maintenant le travail marchandise. C'est la preuve de l'économie indépendante qui domine la société au point de recréer pour ses propres fins la domination de classe qui lui est nécessaire, ce qui revient à dire que la bourgeoisie a créé une puissance autonome qui, tant que subsiste cette économie, peut aller jusqu'à se passer d'une bourgeoisie. La bureaucratie totalitaire n'est pas la dernière classe propriétaire de l'histoire, au sens de Bruno Rizzi, mais seulement une classe dominante de substitution pour l'économie marchande. La propriété privée capitaliste défaillante est remplacée par un sous-produit simplifié, moins diversifié, concentré en propriété collective de la classe bureaucratique. Cette forme sous-développée de classe dominante est aussi l'expression du sous-développement économique, et n'a d'autre perspective que rattraper le retard de ce développement en certaines régions du monde. C'est le parti ouvrier, organisé selon le modèle bourgeois de la séparation, qui a fourni le cadre hiérarchique étatique à cette édition supplémentaire de la classe dominante. Anton Siliga
notait dans une prison de Staline que les questions techniques d'organisation se révélaient être les questions sociales. Lénine et la Révolution.